Donc je vous disais tout à l'heure qu'on allait essayer d'aborder des cas concrets et rien de tel pour les aborder que de prendre des exemples locaux. Donc je vais discuter, interviewer 2 ou 3 personnes qui s'y sont confrontées. Et on va commencer peut-être par la vision de ces plateformes et puis après on aura des exemples d'entreprises qui ont sollicité le recours à ces plateformes. Donc je voudrais accueillir quelqu'un de la Chambre de commerce, donc Yann Alain, qui devrait être là, merci. Fabrice Pénas, pôle d'économie solidaire, et Pierre Lopez. Prenez place, monsieur. Allez-y. Et on va essayer de voir à travers leurs témoignages comment face à des projets peut-être au départ pas forcément formalisés, on a progressivement construit de très belles dynamiques. Alors je vais commencer par Yann Alain. Yann Alain, je passe le micro, je parle assez fort, je pense qu'on va m'entendre. Comment se fait-il qu'une chambre de commerce, celle de Dijon, s'engage dans ce type de démarche de créer une plateforme qui s'appelle Coxigo 21? Alors bonjour à tous. En fait, c'est venu, on avait une forte demande des porteurs de projets pour lesquels en fait, on n'avait pas de réponse derrière, qui cherchaient du financement autre que banque, etc. Tout ce qui a été évoqué par mon prédécesseur. Et du coup, en fait, on a réfléchi pourquoi pas mettre en place une plateforme de financement participatif pour les aider à mener à bien leur projet, tout simplement. Voilà. Et dans un second temps aussi, c'était pour valoriser les projets du territoire Côte d'Orient. Et qui sont vos clients aujourd'hui? Vous avez un petit peu de recul quand même? Alors, c'est tout secteur d'activité. Il n'y a pas de secteur d'activité prédéfini. C'est vraiment en fait au cas par cas. C'est plutôt type de commerce alimentaire, loisirs. Ça peut être. Alors, il y a eu 12 projets financés depuis le lancement de la plateforme, donc, qui a été fait en décembre 2016. 12 projets financés, donc c'est de l'alimentaire, donc ça peut être une épicerie bio, ça peut être bar à thème, ça peut être opticienne à domicile, c'est vraiment très large. Et quel est le service que vous apportez? On vient vous voir avec un projet pas forcément bien formalisé. Quelle est la logique d'ingénierie? Je crois qu'on peut peut-être employer ce vocable que vous mettez en œuvre. On fait vraiment une analyse complète du projet, savoir où il en est, à quel stade. On échange avec le porteur de projet, on voit un petit peu où il en est, ce qu'il aurait besoin, et savoir s'il est communicant, pas communicant, on voit si le projet peut être éligible au crowdfunding ou pas. Et par la suite, on l'aide justement en amont de toutes les étapes du crowdfunding, liées au crowdfunding. Donc c'est vraiment un accompagnement donc, en amont et aussi pendant la campagne du crowdfunding qui est faite avec le porteur de projet. Quel est le ticket moyen? Ticket moyen... il y a peut-être d'énormes écarts à la moyenne, ma question est peut-être pas très pertinente. Il n'y a pas forcément de moyenne. Alors la moyenne des fonds collectés est autour de 5 000 euros. 5 000 euros. Voilà. Après, le ticket moyen, il n'y en a pas forcément. C'est vraiment un petit peu du cas par cas. Ça dépend des contreparties, les contreparties qui vont être possibles de réaliser après. Ça peut aller de 10 euros jusqu'à 250, 1 000 euros. Après, tout dépend du secteur d'activité derrière. Les contreparties, c'est quoi, par exemple? Alors, il y a 2 types de financement avec Coxigo 21. Il y a le don contre don et il y a l'equity. Aujourd'hui, on n'a pas encore été sur l'equity. La plateforme existe depuis décembre 2016. En don contre don, les contreparties... C'était quoi la question, pardon? Comment? La question je l'ai loupé. Les contreparties, après, ça va dépendre un petit peu du projet, de l'activité. Si c'est un restaurant, ça va être peut-être quelqu'un qui va mettre 10 euros, il va avoir peut-être une pizza, voilà, si la campagne réussit. Ça peut être juste, comme on a vu tout à l'heure, un merci sur une page Facebook. Voilà, après, ça peut aller au-delà. Si c'est 100 euros, ça peut être invité à l'inauguration, offrir une pizza ou carrément un menu, plus d'autres choses. Après, c'est vraiment travailler avec le porteur de projet, puisqu'on travaille en relation, on est allié à une plateforme nationale avec qui, justement, on travaille cet aspect-là. C'est-à-dire, nous, on est la porte d'entrée, et après, la plateforme travaille donc, avec le porteur de projet, il est coaché tout au long de l'accompagnement, tout au long de la campagne de financement participatif. Donc, il a un référent qui est désigné référent. Tout à fait. Il a un coach qui... qui est un expert de son secteur?
Alors, il peut y avoir différentes personnes, effectivement, en fonction des secteurs d'activité. Il y a un point qui est fait chaque semaine avec le porteur de projet. Et le porteur de projet travaille sa campagne à peu près tous les jours. Donc ça demande quand même un peu d'investissement de la part du porteur de projet. Le délai entre, alors là aussi je pense qu'il y a beaucoup d'écart, hein, mais le délai entre la personne qui vient vous voir avec un vague projet sur lequel il peut solliciter entre 5 et... Alors, On a combien? en règle générale, on a entre 30 et 90 jours pour que la campagne réussisse. On a une moyenne de 45 jours aujourd'hui sur Coxigo. Donc de la phase vraiment première, prémisse de la rencontre avec le porteur de projet jusqu'à l'aboutissement de la campagne. Donc on a environ 45 jours nous avec Coxigo. D'accord, donc Voilà. ce qui veut dire qu'en un mois et demi, on a effectivement fait le bouclé. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas pour le moment. Là, voilà, ça fait à peine un an que la plateforme est lancée. On a eu 12 projets avec un taux de réussite de 80%. Donc on est plutôt bon là-dessus. Et c'est justement parce qu'on a travaillé en amont bien avec le porte-projet avant vraiment de lancer les choses. Donc on travaille la fiche projet avec le porteur de projet, on travaille sur la notion des contreparties et ensuite on travaille le plan de communication lié à la campagne de crowdfunding. Voilà. Ok, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a évoqué? Marie. Alors voilà, effectivement, faut être Côte d'Orien, donc projet de Côte d'Or. Après, c'est tout secteur d'activité. Il n'y a pas de critères spécifiques, si ce n'est que effectivement regarder les contreparties possibles derrière et effectivement l'investissement du porteur de projet derrière, parce que ça demande quand même un travail, ce que je disais tout à l'heure, un petit peu journalier. Oui. Tout à fait. Alors ça peut être effectivement quelqu'un de Bretagne ou peu importe hein, qui investit, mais généralement on fait appel à la population plutôt locale. Hein. Ouais. D'autres points? Fabrice Pénas, on va peut-être vous passer la parole. Alors vous, c'est une autre approche. Vous nous décrivez un peu la genèse peut-être déjà de Graines d'Action et puis les modalités de fonctionnement. Oui, bonjour et puis merci beaucoup de l'invitation. Donc tout d'abord, Graines d'Action est né en 2014 après un an de gestation sur l'intuition qu'au sein des territoires, au sein de l'agglo, au sein de la ville de Dijon, le tissu associatif était porteur d'initiatives sociales et solidaires, les citoyens, des porteurs de projets également, et qui avait un maillon manquant entre l'idée et puis la formalisation de leur projet. Donc un groupe de bénévoles, un groupe de salariés de l'association que je représente, le pôle économie solidaire, s'est dit allons-y, on va sensibiliser les collectivités, les élus à la création d'un outil qui serait la réponse à toutes ces idées du secteur de l'économie sociale et solidaire, qui est méconnu. Donc quand on parle d'ESS, on parle d'un secteur à lucrativité limitée, donc un secteur non lucratif. Donc tout de suite, bon, qu'est-ce que c'est que ça, l'économie solidaire, mais pourquoi est-ce qu'elle est solidaire? Pourquoi est-ce qu'elle peut être sociale en plus? Alors pourquoi est-ce qu'elle a besoin de financement si elle repose souvent sur du bénévolat, ce qui est le cas beaucoup dans les structures associatives. Donc l'idée était peut-être de pouvoir répondre à une demande forte, qu'il s'agit du secteur socioculturel, de l'insertion par l'activité économique, du sport, de la culture, pour pouvoir financer des actions. Est-ce que vous travaillez avec des relais? Parce que c'est très pluriel, je veux dire, les champs que vous couvrez. Est-ce que vous avez des relais sur le terrain pour être au plus près de ceux que vous accompagnez? Les relais, c'est principalement donc les collectivités qui nous soutiennent, comme la ville de Dijon. Je pense aussi à la Banque Populaire. Plus généralement, c'est les structures associatives qui travaillent avec le pôle, puisqu'on accompagne aussi tout le tissu associatif de Côte d'Or à travers ce qui s'appelle le DLA, le dispositif local d'accompagnement, qui est un service qui est destiné à pérenniser l'action de toute association employeuse. Donc on a un réseau assez important au niveau de la Côte d'Or, ce qui nous confère aussi un statut d'observateur du phénomène associatif au niveau du département, et un réseau assez solide, puisque ça fait 20 ans qu'on existe. Et donc à ce titre, on a souhaité aussi créer Graines d'Action pour pouvoir proposer ce service à tous les porteurs qu'on accompagne. Donc il y avait un maillon qui était manquant.
Donc on a ce réseau de bouche à oreille qui repose beaucoup sur les solidarités associatives et puis l'interconnaissance et principalement la proximité. Je pense aussi à nos bénévoles, il y en a 2 qui sont présents dans la salle, qui nous ont fait la gentillesse de venir ici avec nous. Donc c'est aussi un accompagnement qu'on propose entre salariés et bénévoles, donc ça repose sur de co-accompagnement, donc une mixité des connaissances, des compétences, donc il y a un ancrage local qui est fort. C'est ça aussi qui fait peut-être notre valeur ajoutée dans l'échange, dans la relation qu'on propose aux porteurs, qui est avant tout basée sur la confiance, la relation de proximité et puis le dialogue. Vous citiez dans vos propos il y a un instant les banques populaires. Quel est l'état de vos relations en règle générale avec le monde bancaire? Est-ce que vous aidez par exemple ceux que vous accompagnez à formaliser un dossier de demande de financement? Quelle est la limite? Alors on est dans le cadre de nos activités, puisqu'on ne se limite pas au financement participatif, on aide effectivement tout type de porteur de projet à monter un dossier de financement pour l'aider à pouvoir formaliser son activité, d'aller au bout. Donc ça passe par le plan de financement, ça passe par l'étude de marché et ensuite l'aider à s'adresser à des structures qui peuvent financer, dont les banques, mais aussi Bourgogne Active, par exemple. Donc on travaille effectivement avec ce type de relais. On passe la parole à Pierre Lopez. Vous avez utilisé Graines d'Action. Vous nous dites 2 mots de vos activités. Entendu. Bonsoir à toutes et à tous tout d'abord. Donc, je m'appelle Pierre Lopez, coprésident du Cercle laïque dijonnais, qui est une association d'éducation populaire qui a plus de 114 ans. Nous avons donc développé, pour relancer plus de 114 ans, un petit peu poussiéreuse, un peu fatiguée, et puisque c'est de l'entreprise, nous avons des salariés aussi, et pour retrouver une dynamique associative et économique aussi, pour sauvegarder des emplois, nous avons lancé un projet et une réflexion sur la valorisation d'un site que nous possédons à Corcelles-les-Monts, en toute périphérie dijonnaise. Et assez rapidement, nous avons défini un projet qui s'appelle Corcelles de la Terre au ciel et qui est un projet d'éducation à l'environnement et au développement durable. Dans ce projet s'incrémente, on a été très fort, on a voulu être très signifiant dans l'impact économique du développement durable et on a développé un projet de maraîchage en permaculture et en sol vivant. Et pour cela, nous avons eu besoin d'argent, puisque si nous avions beaucoup d'idées, nous n'avions pas d'argent et aucune capacité d'endettement. Ce qui fait donc que pour démarrer l'activité maraîchère qui a démarré cette saison, c'est-à-dire achat de plants, achat de semences, achat de petits matériels, d'outillage, financer l'eau, etc. Nous avons sollicité la plateforme Graines d'Action, puisque nous avons souhaité solliciter une plateforme locale. On est très sur les partenariats locaux, sur le tissu associatif local, sur l'entraide locale, et d'autant plus que nous avions bénéficié d'un diagnostic local d'accompagnement quelques années auparavant, ce qui semblait une bonne filiation pour faire un partenariat avec Graines d'Action. Qu'est-ce que vous retirez du diagnostic local d'accompagnement? C'était un excellent coaching, puisque le problème de l'employeur associatif, c'est qu'il n'est pas pérenne. Donc les employeurs bénévoles passent, les salariés restent, que le travail n'est pas accompli et qu'il est de longue haleine, et que ça nous a permis à travers ce coaching de voir toutes les problématiques de fonctionnement, tous les cloisonnements, tout ce qui n'allait pas dans la relation employeur-salarié, salarié-partenaire, puisque nous avons plus de 35 activités culturelles à notre catalogue avec plus de 500 adhérents. Problème de relation aussi entre les adhérents et les salariés, problème d'identification des fonctions, etc. Donc là, le coaching qui a été fait financé par le DLA nous a permis de prendre conscience, nous élus et bénévoles, de toutes ces problématiques et de pouvoir maintenant nous mettre en ordre de marche pour tenter de résoudre les problèmes un à un. Votre relation avec Graines d'Action, combien de temps elle a duré? Depuis combien de temps elle dure, plus précisément? Alors, la campagne a duré 2 mois. En amont, nous avons travaillé 3 semaines, un petit peu avant, avec un rendez-vous préalable.
Et puis ensuite, un petit mois après, pour la restitution des fonds et faire un bilan de la collecte. Ce sont des timings extrêmement serrés. Oui, tout à fait. Oui, puisqu'on a un délai de collecte de 2 mois. Le temps de préparation peut être plus ou moins long suivant si le modèle plan ou le plan modèle est bien défini. Et puis, si on a bien travaillé aussi en amont, c'est cible. C'est-à-dire que, comme il a été dit tout à l'heure, nous avions ciblé un niveau qu'on nous avait conseillé, un niveau de collecte, c'est-à-dire le ticket d'entrée qui s'établissait à 3 000 €, même si nos besoins étaient supérieurs. Cibler aussi notre premier cercle, la famille et les amis, le deuxième cercle, les amis des amis, et le troisième, les bienfaiteurs qui viennent de tous bords. Et donc ça, c'est aussi une estimation des fonds qu'on pouvait collecter, puisqu'on était dans un système où si on n'atteint pas la somme recherchée, eh bien on la perd. La communication, on le voit bien, au-delà de l'aspect financier qui est vital, c'est quelque chose d'important, c'est la cerise sur le gâteau, mais j'en arrive presque à me demander que dans ce rôle des plateformes, et vous pouvez réagir messieurs, il n'y a pas de souci, est-ce que c'est pas quelque part le gâteau sur la cerise? C'est-à-dire quelque chose d'hyper important qui permet effectivement de répondre à un modèle économique. Oui, effectivement, c'est un point de médiation, c'est-à-dire et de communication. Donc comme on l'a dit aussi, ça nous a permis d'améliorer notre communication, de faire une vidéo, de bien définir notre projet, et d'une façon très succincte, puisque la personne qui arrive sur la plateforme, c'est un clic, ce sont des photos essentiellement, c'est quelque chose d'assez attractif, c'est un petit slogan qui interpelle et puis qui propose de rester un petit peu plus longtemps jusqu'à cliquer pour aller sur une contrepartie et faire un don. Donc ça se passe très vite et il faut être extrêmement attractif, je pense, et percutant. Ok, on va peut-être repasser la parole à Coxigo et au pôle d'économie solidaire. Vous avez un recul qui n'est pas exceptionnel en termes de... Les opérations remontent à quelques mois, quelques années. Mais dans les expériences que vous avez vécues, qu'est-ce qui vous a étonné dans les cas qui vous ont été présentés? Qu'est-ce qui marche bien ou qu'est-ce qui ne marche pas? Allez-y. Alors d'abord, vous avez vu qu'on n'était pas parmi les plus célèbres dans la liste de celles qui ont été présentées. Je suis très, très surpris. En même temps, ça va venir. Ça va venir, probablement, oui, grâce à l'Ardi. Donc le retour qu'on a plus sérieusement, donc création 2014, on a levé 130 000 €, 34 projets sur 50 qui sont allés au bout, un don moyen de 56 €, 4 300 € de collecte. Donc au-delà de ces chiffres qui font état d'une activité qui reste modeste, qui reste locale, micro-locale, la valeur ajoutée, c'est la richesse humaine qui fait toute la valeur ajoutée des projets qu'on accompagne. Je pense par exemple à Rire du Temps, le premier projet que Graines d'Action a soutenu en 2014, une personne auto-entrepreneuse qui souhaitait monter son activité pour aller dans les EHPAD, dans les écoles, dans les structures médico-sociales, pour faire un travail de clown, pour accompagner les personnes en situation d'isolement, en grande situation de dépendance ou de détresse familiale, difficultés de santé. Donc elle a pu monter son projet, elle est encore en activité aujourd'hui. Donc ce sont des innovations qui n'intéresseront pas forcément un financeur conventionnel. Et après quelques réunions, après un travail sur le plan de communication qui est vital, comme on en parlait à l'instant, réflexion sur la viabilité de l'action, on peut pérenniser ce projet. Et c'est ça qui est formidable, c'est donner la possibilité à des initiatives qui ne sont pas nécessairement considérées comme étant sérieuses, viables dès le départ, parce que peut-être trop artistiques, trop hors des clous, non lucratives. On pérennise de l'emploi. C'est ça qui est fondamental. Et encore une fois, on pérennise de l'emploi dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et si on regarde ce que c'est que l'ESS en termes d'emploi au niveau de la Bourgogne et de la Franche-Comté, c'est près de 12% des emplois salariés. Donc c'est un secteur qui est vaste, qui est employeur, qui pérennise l'emploi. Et on peut le rappeler aussi, c'est un secteur qui a mieux résisté pendant la crise économique et financière. Le taux de destruction de l'emploi a été beaucoup plus faible.
Donc voilà, enfin, j'étais un petit peu long dans la réponse, vous m'en excusez, mais toute la richesse et la diversité peut-être de cet écosystème associatif qui fait qu'on rencontre au quotidien des gens fabuleux. Oui, puis de toute manière, et c'était les propos de M. Lopez, être dans l'économie sociale, dans l'économie solidaire, ça n'exclut pas d'avoir des modèles économiques. Et c'est ce que vous avez... Enfin, je ne sais pas si vous voulez compléter, M. Lopez, mais... Hein, on est d'accord, hein, c'est pas anodin. Yann Alain voulait parler peut-être pour... Alors je vais être plus court, ça reprend un petit peu certains propos. Voilà. Nicolas Golzer saurait plus répondre que moi par rapport à cette question-là. Quelque chose d'étonnant, si des porteurs de projets qui demandent des millions, 2 millions ou 500 000 euros, ou voilà, un petit peu comme ça à la volée. Donc effectivement, ça rejoint un petit peu travailler beaucoup plus le business plan et un petit peu le projet en lui-même. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est important d'échanger avec le porteur de projet, savoir un petit peu où il en est, etc., avant de partir un petit peu dans tous les sens. Et avoir ce genre de choses-là qui arrivent directement à nous. Oui, on veut 2 millions. Voilà, bon, on va peut-être commencer à poser les choses et puis on va parler, échanger et voir un petit peu pour construire bien la campagne. Très bien. Si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas. Oui, Gérard Vallée du CETIM. Tout à fait. Alors sur le don contre don, on a 8% de commission pour la plateforme. En règle générale, en moyenne, on est plutôt à 10% sur les autres plateformes. Et là, on a un accompagnement en plus que les autres plateformes n'ont pas forcément. Donc voilà, avec Oxigo, on a les 8% et on a un accompagnement avant et pendant la campagne. Voilà, donc quelque chose qui est quand même important à souligner. Oui, même chose. 8% également. Et du temps de bénévoles non rémunérés pour l'accompagnement des projets. Et quand on regarde dans l'environnement, les taux pratiqués, vous êtes dans la valeur moyenne, dans la médiane ? De succès sur 2016, oui. 92% de réussite. Après, si on regarde sur les 3 ans, on approche des 80 à peu près. Les 4 ans, presque 4 ans de fonctionnement. Oui, c'est très honorable. Oui. Ok. Une autre question ? Eh bien écoutez, je vous propose qu'on les remercie. Merci messieurs. Donc vous l'avez compris, on s'est focalisé sur le rôle de la plateforme vis-à-vis des utilisateurs et bien évidemment la logique. Maintenant c'est de parler du ressenti vu des entreprises. Donc je propose à Marie Fierce de la société Urban Leaf, la société Cura de Bourgogne et Aroma Comtois de nous rejoindre. On va commencer par vous, Monsieur Durand. On va commencer par quelqu'un. Merci. Cura de Bourgogne. Belle histoire. Drôle d'histoire, même. Si on m'avait dit que je deviendrais un peu exotique. Brasseur de saké et de condiments japonais en Bourgogne, je l'aurais jamais cru. Finalement, le financement participatif m'a aidé à mettre en place cette idée qui était une idée et qui est devenue un concept vraiment grâce au financement participatif. Concept qui est devenu réalité. Comment est venue cette idée quand même ? C'est des raisons personnelles, Alors bien sûr, mon histoire, c'est j'étais ingénieur, j'étais au Japon et travaillais dans la microélectronique, donc rien à voir avec le brassage dans les années 90, et donc j'ai rencontré la culture japonaise de cette façon-là. Et puis revenant, donc une petite histoire un peu longue entre les deux, mais avoir rencontré la culture japonaise, avoir une épouse japonaise, aimer la gastronomie japonaise. Et je me suis retrouvé en 2015 à avoir une petite expérience de brasseur amateur. Et puis la communauté japonaise dans le sud-est de la France, à Dijon, me demandant tu sais brasser de la bière en amateur, est-ce que tu ne saurais pas brasser du saké ? Et donc je m'y suis mis, me disant en quittant mon travail de consultant,
je vais donner un petit coup de bélier sur ce projet et voir s'il y a une véritable viabilité, à la fois à la capacité à développer les produits, parce que ce sont des produits qu'on ne connaît pas en Europe, évidemment, dont les techniques de brassage n'existent pas, les équipements surtout n'existent pas, les matières premières n'existent pas. Donc c'était un challenge d'abord technique, et puis aussi de vérifier la crédibilité, disons, vis-à-vis des consommateurs, que ça pouvait intéresser les gens. Et pour moi, un challenge important, c'était de dépasser la communauté japonaise et des japonophiles pour atteindre et susciter l'intérêt des consommateurs en tant que de gastronomes avertis, de chefs, de gens qui sont intéressés à de nouvelles saveurs pour ces produits. Et puis au fur et à mesure du projet, des dimensions importantes qui sont arrivées, c'est qu'au-delà d'un produit exotique, le saké d'une part apporte de nouvelles saveurs, mais les miso, qui sont des pâtes de soja, sont une façon savoureuse de consommer des protéines végétales. Donc ça veut dire que dans un contexte où les consommateurs mangent de moins en moins de viande, et je suis basé dans le Charolais, donc j'aime bien la viande, ils veulent aussi manger des plats savoureux. Donc le tofu qui est fait à base de lait de soja peut être assez insipide, mais quand on connaît la sauce de soja, par contre, elle est très goûteuse. Et donc, dans ce contexte de décarnation des menus, en allant plus vers le végétal, plus de consommation de soja en particulier, mais aussi des produits naturels, donc avec des capacités probiotiques. Donc on se trouve avec des produits traditionnels, ancestraux dans la culture japonaise, avec des aliments fonctionnels, des aliments végétariens qui répondent à une demande du marché européen. Et ça, ces découvertes-là de l'attrait du marché, je n'ai pu les faire qu'en concrétisant le projet. Et donc c'est d'où l'importance d'avoir pu, d'une part avec l'aide de l'ARDI, comme au départ pour les validations techniques, mais aussi une validation marché à travers le crowdfunding. Comment se sont passés les premiers contacts avec KissKissBankBank? Donc voilà le résultat, je le mets là pour que vous puissiez le voir, c'est la petite bouteille de saké, saké de cuisine. Pour moi, c'était une excellente source de financement, c'est la clientèle, les contacts. Donc avec la plateforme, je l'avais rencontré un petit peu en amont, un conseil disons que aller proposer un projet à des consommateurs, à une plateforme, mais c'est d'abord à des gens qui vont venir acheter vos produits à l'avance, parce que c'est ça la contrepartie. Ça oblige à formaliser le projet, à expliquer exactement quel est le produit que l'on va produire, enfin qu'on va vendre. C'est-à-dire que, oui, je savais faire du saké, mais je n'avais pas réfléchi à dans quelle bouteille j'allais les mettre, de quelle façon j'allais les envoyer, quelle était la contenance. Je n'avais pas vraiment réfléchi au prix non plus. Et donc ça, il a fallu l'écrire. Et ce qui soit bien s'énonce clairement. Et donc la plateforme, écrire le projet sur la plateforme, et je dirais que tout à l'heure j'entendais entre le premier contact et la mise en ligne de quelques semaines, pour moi ça a été 6 mois, très clairement. Donc un gros travail de préparation. Je me suis fait aider pour ça. Par la plateforme ? Pas tellement par la plateforme, par un conseil extérieur. Parce que la plateforme, alors c'est une grosse plateforme, c'est KissKissBankBank, ils sont très occupés, ils ont beaucoup de projets, ils sont commerciaux aussi, donc ils vendent leurs services, et donc ce qu'on dit qu'on va vous fournir comme service n'est pas forcément complètement là au moment où vous mettez en ligne le projet. C'est-à-dire que des mises en avant du projet par rapport à d'autres projets ne se font pas toujours nécessairement un petit peu comme elles étaient promises au départ. Mais la plateforme a une valeur, c'est-à-dire que tout à l'heure on parlait de commission. Je pense que la commission de la plateforme, pour celle que j'ai utilisée, je pense qu'elles sont à peu près toutes du même ordre, sur un financement de 3 000 €, 8%, ça fait 240 €. Pour le service qui est apporté de mise en ligne et de formalisation,
la sécurisation bancaire, etc. Si vous comparez à la préparation d'un site internet, c'est complètement dérisoire comme prix. Et donc, il n'y a pas un coût énorme de la plateforme de financement par rapport aux services apportés. Mais il ne faut pas s'attendre à un conseil d'accompagnement, comme ça peut être le cas avec les plateformes locales, de ce que je comprends Comme on l'a bien, vu il y a quelques comme on a instants. vu à l'instant. Sur une plateforme nationale, vous êtes un projet parmi les 2000 projets qu'ils ont en ligne. Et en termes de timing, entre le moment où la proposition a été émise et les retours financiers, il s'est écoulé combien de temps? Alors là, je dirais que vous choisissez. Donc la période de financement où les gens vont pouvoir intervenir. Ce qui a été une leçon quand même et un conseil de la plateforme, c'est de faire intervenir les fans, c'est-à-dire la famille, les amis et les naïfs, je dirais, très rapidement, pour qu'il y ait 30% de votre objectif qui soit rempli dans les 48 heures. Donc il faut prévenir les gens et dire attention, je vais mettre mon projet en ligne, il faudra, s'il te plaît, tu es mon copain depuis 10 ans, donc tu m'achètes un petit truc. Et puis d'ailleurs je t'en donnerai 2. et puis pour qu'il y ait de l'activité tout de suite. Donc ça fait monter, parce que les projets qui restent à 2%, dans la première semaine, ils restent à 2%. Il reste à 2%. Voilà. Donc ça, c'était une vérité. Donc une fois le projet lancé sur la plateforme, donc moi c'était 45 jours, on sait que voilà, 45 jours, il faut suivre tous les jours, il faut intervenir, il faut répondre aux questions. Effectivement, il y a de l'interaction avec ces futurs consommateurs, c'est assez intéressant. Bon, moi, c'est un produit qui est un petit peu exotique, un peu extraordinaire, donc pas beaucoup de questions précises, mais vraiment comment on utilise le produit, des choses comme ça. Mais enfin, ça permet de comprendre quelle est la démarche du consommateur. Et le 45e jour, on a atteint son objectif, boum, le virement tombe dans les 24 heures, quoi. D'accord, donc on atteint un montant butoir, c'est ça, et ensuite, dès lors qu'il est atteint? Voilà, un objectif minimum, c'est tout ou rien, mais ça peut évoluer. Ça peut évoluer, je pense que oui, il y aurait peut-être des évolutions possibles, mais ça leur permet aussi de trier les projets. Voilà, montant atteint, donc sur 45 jours, j'ai dû atteindre le montant à 30 jours, j'avais 3 000 euros d'objectif, j'ai eu 3 500 euros au final de collecte. Voilà. Et ça représente combien de contributeurs à peu près? Une soixantaine. Une soixantaine. Oui. C'est conforme à ce que vous attendiez? Oui. Ou la plateforme? Il y a quelques surprises, c'est que il y a des gens qui mettent beaucoup plus d'argent que vous ne pensiez. Donc voilà, des gens du cercle proche, ça leur permet. Les gens du cercle proche, c'est important qu'ils apportent surtout dans les premiers jours, parce que ce que disent, qui se vendent, on dit oui, mais si les proches n'ont pas confiance en vous, qui aura confiance en vous? Donc, et ça leur permet. La plateforme est une façon formalisée pour les amis et les proches de concrétiser leur soutien. Et d'en faire de vrais fondateurs. Et donc, des gens où je pensais qu'ils mettraient 30 euros, il y en a qui ont mis 100 ou 200 euros. Oui. D'accord. Aujourd'hui, je sais qu'il y a un salon qui se prépare, qui va être très mobilisateur, donc les 3 000 euros, ils peuvent fondre, c'est évident. Quelles autres sources de financement vous allez mobiliser, ou peut-être à nouveau des plateformes style KissKissBankBank pour les semaines à venir? Alors, le financement, la campagne a eu lieu maintenant il y a 10 mois, c'est terminé en décembre 2016, donc j'ai eu le temps de les manger et 3 fois. Comment dire, l'argent que j'ai levé à travers la campagne de crowdfunding, je l'avais presque déjà dépensé dans la formalisation de mon projet. C'est-à-dire, je l'avais dépensé en conseil, je l'avais dépensé en photographie, en image web, etc. Je l'avais presque dépensé. Et en incluant les contreparties, mais c'est une opération qui m'est revenue à zéro, mais qui m'a permis de formaliser le projet. C'est une crédibilité marché très importante qui m'a permis de convaincre BPI de m'aider, qui m'a permis aussi de convaincre l'incubateur de m'aider. Et donc là, j'ai été chercher plus d'argent, beaucoup plus d'argent. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais ces 3 000 euros initiaux m'ont permis d'aller chercher plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Et donc aujourd'hui, j'arrive un petit peu au bout de cette étape-là, qui m'a permis de mettre en place une petite production. On était dans une micro ou d'une nano, on devient dans une mini-production. On est passé de quelques dizaines de kilos à une tonne en fait aujourd'hui. Il faut que je pense à l'étape suivante. Les étapes suivantes vont être pour vraiment asseoir la commercialisation, donc en début 2018 et au courant de l'année, plateforme initiative, réseau entreprendre, j'espère qu'ils sont là. La région, je ferai bien sûr appel à la région, parce que c'est des produits qui sont de consommation européenne, véritablement, parce qu'ils ont une différenciation avec les produits importés qui doivent être pasteurisés, donc on perd le caractère probiotique. Autrement dit, depuis la Bourgogne, et avec ces produits-là, je veux vendre en Europe. Et j'atteins le marché européen, c'est l'Europe du Nord en particulier, sur les produits végétariens. J'envisage, mais il faut penser à l'étape de financement N+2, mais celle qui est concrète, c'est N+1. Donc N+2, ça sera probablement du financement participatif en capital, type sous cette forme ou sous une autre, gens dont on a parlé ici. Moi, je pense que, et je réfléchis à peut-être au moment d'une sortie d'un nouveau produit, à retourner vers le financement en contrepartie, parce que les clients sont les meilleurs financeurs. C'est vraiment une validation du produit concrète. Ceux qui le consomment, ou qui vont le consommer. Et ça, c'est la meilleure preuve, je trouve. Et donc, oui, retourner vers le crowdfunding, absolument. Je ne peux pas vous répondre. Aujourd'hui, ce sera seulement en capital risque, mais je pense qu'il y aura un mix contrepartie, peut-être dans un premier temps, puis ensuite capital risque. Enfin, capital, je m'entends. Donc un financement participatif en capital. Mais c'est un réel effet de levier. C'est un effet de levier, absolument. Oui. Ça, c'est un point qui est important. Je suis en B2C, je suis vraiment vers le consommateur général, donc tout aspect de communication à travers le financement est aussi de la communication produit, qui est important. Ça a été dit à travers beaucoup de témoignages, le côté financement qui est un fait, qui est la raison d'être, mais aussi le côté communication. Merci beaucoup, Monsieur Durand. On va passer la parole à Monsieur Hay. Donc, pour parler d'essence locale, les résineux du Jura, notamment, que vous voulez valoriser par diverses sources, et pour lesquelles donc vous avez travaillé avec la plateforme Mimosa. L'idée, on va commencer par ça. Alors, bonjour à tous. Oui, j'ai créé la société Aroma Comtois il y a quelques semaines. C'est une entreprise qui va produire des huiles essentielles de résineux du Jura en bio et qui va également fabriquer des produits associés à partir de ces huiles essentielles en alimentaire, en cosmétique, en parfumerie et en thérapie évidemment. Donc c'est une création qui fait suite également à une reconversion professionnelle, un parcours un peu similaire, voilà, un parcours d'ingénieur aussi dans l'industrie et les services principalement. Et puis le souhait de cette création, c'était le souhait d'un retour à des valeurs qui me sont chères, proches de la nature et des hommes. Valeurs dont je pense que je m'étais un peu éloigné dans le milieu dans lequel j'étais. Donc voilà, je suis basé sur les plateaux d'Amancé, donc globalement entre Besançon et Pontarlier. Et puis voilà, l'entreprise est toute jeune, j'ai pris possession de mes locaux la semaine dernière, le matériel de production commence à arriver. Et voilà, j'espère commercialiser les premiers produits pour Noël, c'est-à-dire pour début décembre. Vous n'êtes pas tout seul dans cette aventure, vous êtes associé à d'autres personnes? Alors, sur l'opérationnel, je suis le principal acteur, mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir trouvé, alors un peu par hasard, mais pas principalement par effet de réseau, deux associés qui sont devenus deux amis, que j'ai fait rentrer au capital de l'entreprise. Alors, ce n'était pas forcément leur motivation au départ. Leur motivation, eux, c'était de m'aider dans mon projet, parce que voilà, ils adhéraient aux valeurs que je défends. Eux n'étaient pas en posture de quitter leur emploi comme ça. C'est vrai que moi j'ai tout lâché.
Et donc c'était leur manière aussi de s'investir dans le projet. Donc il y a eu un apport financier de leur part, mais également un apport de compétences extrêmement important, puisque l'un est spécialisé, l'Alsacien est spécialisé dans la métallurgie, et vous voyez bien que je vais utiliser un alambic, voilà, donc ça c'est une compétence qui est extrêmement importante. Et puis l'autre qui est pharmacien aromathérapeute, donc voilà, c'était l'autre volet de l'autre facette qui était extrêmement intéressante. Et donc voilà, c'est un trio qui se complète bien, qui s'entend très bien, qui de toute façon était sur les mêmes bases éthiques au départ. Donc voilà. Il n'y a pas de... Je fais une petite parenthèse par rapport à ce qui a été dit. Hein. Ils sont actionnaires, mais peut-être pas au sens où on l'a décrit précédemment. Ils se sont comportés quasiment en mécène dans l'opération. C'est moi qui ai pris la décision de les faire entrer en tant qu'actionnaires parce que je jugeais que c'était symbolique pour moi aussi voilà, qu'ils deviennent actionnaires. Donc voilà, mais il est vrai que là par contre je suis pratiquement seul à la manœuvre puisque c'est moi qui vais aller faire le ramassage en forêt, c'est moi qui vais distiller, c'est moi qui vais en partie commercialiser, mais c'est vrai que là aussi mes associés vont m'aider parce qu'on est tous dans les mêmes tranches d'âge, 45-50 ans, et on a la chance d'avoir le parcours derrière nous avec des réseaux qui nous permettent d'envisager la commercialisation sereinement. Voilà, mais c'est vrai que l'association, et puis même au-delà de tout ce que j'ai dit, c'est aussi un soutien moral important, parce qu'on parle toujours de la solitude du chef d'entreprise, voilà. Même s'il y a la famille, les amis qui sont là derrière, on en parlera après, mais d'avoir deux associés qui sont là au jour le jour quasiment, hein, c'est extrêmement important. Ouais. Alors pourquoi Mimosa? Pourquoi pas KissKissBankBank? Qu'est-ce qui a fait que... Alors le choix n'a pas forcément été évident. C'est vrai qu'au démarrage, j'ai benchmarké un peu ce qui existait. J'en avais sélectionné, je crois, 7 ou 8. Sur quels critères? Alors au début, j'avais fait une sélection assez large, à la fois sur la notoriété, parce que c'est vrai que bon, voilà, on en a parlé, quoi, hein. Il faut quand même qu'il y ait une certaine visibilité de la plateforme, mais également sur le choix s'était fait aussi au démarrage sur le type de projet qui était traité par la plateforme. Et puis ensuite, voilà, j'ai fait un premier tri, on va dire, il devait rester, je crois, 4 plateformes. Alors je les ai plus toutes en tête. Il y avait KissKissBankBank dedans. Il y avait Bluebees. Alors on l'a pas vu tout à l'heure, mais c'est une plateforme qui est spécialisée aussi en agriculture biologique, en agroécologie. Il y avait Bulbington que j'ai vu tout à l'heure dans la liste. Et puis il y avait Mimosa. Et puis petit à petit, plus moi je mûrissais mon projet et plus je souhaitais y donner un engagement fort, plus mon choix s'est porté sur un site qui serait également très engagé en agriculture biologique. Et là, c'est là où j'ai décidé de ne pas utiliser KissKissBankBank parce que j'avais peur que mon projet se retrouve un peu noyé aussi dans d'autres, parmi la multitude de projets qu'il y a sur KissKissBankBank. Donc je faisais une croix sur quelque part la notoriété quand même. Hein. Et puis d'aller vers un site plus engagé. Et ensuite, voilà, j'ai pris le téléphone. Ça m'a permis de prendre la température auprès des 3 autres. Il y en a un que j'ai écarté parce que le contact téléphonique ne s'est pas bien passé. Voilà, je suis tombé sur quelqu'un qui voulait me faire uniquement, un vrai commercial, qui voulait uniquement vendre l'image de mon projet et non pas le projet en lui-même. Et puis sur les 2 autres, voilà, c'était un peu l'hésitation et c'est le feeling qui s'est fait avec l'équipe de Mimosa qui était bon. Donc Mimosa, il faut savoir que c'est un site qui est très engagé et uniquement sur l'agriculture biologique. Voilà, donc moi je me retrouvais beaucoup dans les projets qui étaient dans cette plateforme et c'est ce qui a contribué au choix final. Une plateforme thématique, d'accord. Ok. Aujourd'hui, si on prend du recul, qu'est-ce qui vous a surpris dans toute cette démarche? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Qu'est-ce qui n'était pas conforme à vos attentes? Alors, bon, les gens de Mimosa qui m'ont accompagné m'avaient prévenu d'entrée de jeu, et je rejoins ce qui a été dit, il dit vous aurez des surprises quoi, dans les dons. Il y a des gens que vous attendrez qui ne donneront pas, et l'inverse, quoi. Et effectivement. Donc c'était une demi-surprise quand ça s'est produit. Après, bon voilà, si on parle un peu chiffres, on avait effectivement, moi j'avais un objectif à 10 000 euros. Ça leur semblait un petit peu élevé. Ils avaient dit on va être raisonnable, on va descendre un peu pour être sûr de l'atteindre.
sachant qu'il finançait uniquement si on atteignait 60%. Donc on a mis à 8000. Bon, ça n'a rien de présomptueux ce que je vais dire, hein, mais bon, j'étais à peu près sûr de mon coup, et on a levé les 8000 € en 8 jours, quoi. Alors j'y reviendrai après, hein, parce que ça s'est fait beaucoup sur les réseaux. Et puis ensuite, comme on avait mis 60 jours et qu'on a atteint très rapidement l'objectif, bon, on a fait à nouveau une petite campagne de communication pour dire, bah voilà, on relève l'objectif. On l'avait porté à 12 000, puis je crois qu'on s'en est approché, j'ai plus les chiffres en tête, mais on n'est pas très loin de 12 000 € pour une centaine de contributeurs. Donc ça fait un don moyen qui... Enfin, alors ça allait de 10 € jusqu'à 1000 €. Énorme écart, ouais, avec un don moyen qui est quand même assez élevé, au-delà de 100 €, puisque je crois que la moyenne nationale en crowdfunding en France, ça doit être 60 €, je crois. Voilà, donc au vu des chiffres, ça a super bien marché. Maintenant, il n'y a pas que les chiffres, parce que c'est vrai qu'une de mes premières motivations, et je crois que même elle était même avant, enfin c'est pas je crois, je suis sûr, elle était avant la levée de fonds, c'était de mobiliser des gens autour d'un projet. Ça a été dit tout à l'heure dans la présentation. Ça permet de mobiliser des gens autour d'un projet. Beaucoup en avaient déjà connaissance, mais ils le voyaient plus en détail, ils le voyaient se réaliser concrètement avec des vrais produits, de les mobiliser, et puis aussi d'essayer de faire un peu des émules, parce que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage, professionnels, famille, qui se posaient les mêmes questions que moi, qui étaient peut-être comme moi dans la crise de la quarantaine, on peut appeler ça comme ça, et qui hésitaient à franchir le pas de dire bon, moi aussi j'ai envie de changer, j'ai envie de faire autre chose, j'ai d'autres aspirations, mais je n'ose pas, quoi. Je pense qu'il y en a beaucoup encore dans cette salle, hein. On pourrait faire une statistique, on serait surpris, hein. Et l'idée, c'était de faire des émules en disant, mais voilà, ça peut se faire. Oui, il y a un risque. Le risque, ça peut se mesurer, ça peut se limiter. Mais bon, voilà, on peut faire certaines choses. Moi, je l'ai fait, pourquoi pas vous, quoi, hein. Donc, c'était ça aussi l'idée, hein. C'était de peut-être faire franchir le pas à ceux qui étaient encore hésitants, quoi. Un vrai catalyseur. Ouais, c'était un peu ça. Ouais. Très bien, merci. On va peut-être passer la parole à Marie First. Donc Marie First, vous êtes vous êtes ingénieur, docteur en sciences, postdoc, etc. Donc une tête plus que bien pleine. Vous avez été accompagné par pas mal de nos acteurs locaux, l'incubateur, récemment le réseau Entreprendre. Et puis donc vous êtes sur l'aquaponie. Alors l'aquaponie, c'est quoi? C'est peut-être, et vous allez détailler ça, le moyen de transformer quelque part ce que mangent les poissons en salade. Alors je vous laisse le détailler. Oui, bonsoir à tous. Alors moi j'ai créé Urban Leaf décembre 2015, et Urban Leaf, c'est une société spécialisée en agriculture urbaine et en particulier en aquaponie, donc qui est la combinaison d'un élevage de poissons avec des cultures de plantes pour en fait combiner les deux et faire transformer leurs inconvénients en avantages, c'est-à-dire que dans un élevage de poissons, on a des déjections à gérer, des bouts d'élevage à gérer, et on transforme, nous, ces bouts d'élevage en engrais naturels pour les plantes, c'est-à-dire qu'on récupère l'eau qui est chargée en déjection et on arrose des plantes avec, et les plantes servent de filtre, nettoient cette eau, et cette eau est recyclée et réutilisée dans l'élevage de poissons. Donc voilà, on développe ces systèmes-là à toutes les échelles, à la fois pour des particuliers qui peuvent acquérir un jardin en aquaponie pour leur appartement, donc qui combine un aquarium et un mini potager, donc c'est plutôt décoratif. On travaille avec des collectivités, des entreprises, là plutôt sur un but décoratif et pédagogique, puisqu'on travaille aussi avec des écoles. Là on est sur des systèmes un petit peu plus grands où on va faire une petite production potagère, des salades, des tomates, des choses comme ça. Et plus récemment, on est en train de développer aussi l'activité au niveau professionnel. Donc on accompagne des producteurs qui souhaitent mettre en place cette activité à titre professionnel pour faire de la production en grande quantité de fruits, légumes et poissons comestibles. Voilà. Donc là, on travaille sur du circuit court, local, avec une technique qui a de par son fonctionnement, qui a sa durabilité et qui s'inscrit dans la demande des consommateurs actuellement. Et donc le contact avec Kiss Kiss Bang Bang? Alors nous c'est My Major Company. Pardon, My Major Company. Ouais.
Donc, alors, j'ai Il y en a eu d'autres, le peut-être. choix de faire un financement participatif s'est fait très tôt, puisque c'était avant la création de l'entreprise. Le but, c'était à la fois de financer la fabrication donc des petits jardins d'intérieur à destination des particuliers, puisque c'est par ça qu'on a commencé il y a 2 ans. Et puis aussi de tester le marché, de voir si voilà, les gens étaient réceptifs à ce type de produit. Et donc, je me suis fait accompagner aussi sur la communication. Donc on a travaillé avec Goldfish Concept qui est ici dans ces murs-là et qui nous a accompagnés sur la réalisation d'une vidéo. Donc ça c'est très très important d'avoir un beau visuel pour attirer les gens qui sont potentiellement donateurs. Et puis je me suis fait accompagner, enfin c'était un accompagnement mutuel disons, par les étudiants de l'école de commerce qui ont des projets à faire voilà, dans le cadre de leurs études. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose d'intéressant de leur proposer de m'aider à mettre en place, là c'était avant la campagne proprement dite, donc mettre en place tous les outils de communication, comment on allait présenter le projet, choisir la plateforme, etc. Et donc le choix s'est fait sur la notoriété. Nous, pour le coup, parce qu'en 2015, il s'est passé beaucoup de choses en 2 ans au niveau du crowdfunding. En 2015, c'était encore assez peu connu et développé. Et donc, je crois qu'il y avait 7% de la population qui savait ce que c'était que le crowdfunding et peut-être 1 ou 2% qui avaient déjà expérimenté. Et donc, on est parti sur la plateforme la plus connue en France à l'époque, My Major Company, même si ils étaient plutôt connus pour soutenir des projets musicaux. Mais en discutant un petit peu avec eux, ils nous ont dit qu'ils essayaient d'ouvrir leur champ d'action. Et donc, voilà, on est parti avec eux. On en est où aujourd'hui? Parce que c'était une belle histoire, quelque part. Alors, le financement participatif bouclé, ça m'a permis de voir que le marché existait, d'apporter du capital à mon entreprise et donc de créer l'entreprise proprement dite. Et puis, depuis, donc on vend nos systèmes aquaponiques en ligne et on a développé l'activité vers laquelle je voulais aller préférentiellement, c'est-à-dire la conception de grands systèmes en aquaponie sur mesure, installés sur des toits, sur des façades, sur des terrasses, pas que pour le particulier, mais aussi pour les professionnels. Et donc, on est 3 dans l'entreprise. Et puis cette année, on devrait atteindre un chiffre d'affaires de plus de 50 000 €, je pense. Ça vous a aussi ouvert des portes, je crois, puisque une compagnie d'assurance, on peut la nommer, je pense que c'est la compagnie AXA. My Major Company a un partenariat avec AXA, c'est-à-dire que sur les projets qui fonctionnent plutôt bien, donc il faut peut-être que je rappelle un peu, que je donne des chiffres un petit peu sur la campagne de financement participatif. Notre objectif premier était d'atteindre 7 000 €. Et puis, quand on a vu que ça marchait bien, on a dû atteindre les 7 000 € en peut-être 10 jours sur une campagne de 50 jours. Et donc, on a fixé 2 autres objectifs qui étaient 10 000 et 15 000 €. Et puis, au final, on est arrivé à 25 000 € voilà, au bout des 50 jours. Donc, très, 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 très belle campagne. Et en voyant ça, My Major Company nous a proposé un partenariat avec AXA. Qui fait des concours de vote. Donc il faut solliciter sa communauté et il faut faire voter les gens tous les jours. Donc ça c'est une grosse contrainte, mais voilà, ça permet de vraiment créer une communauté soudée autour du projet. Et les projets qui obtiennent le plus de votes sont financés jusqu'à 5 000 € par AXA. Et donc je crois qu'on a obtenu la 2e place. Et donc on a obtenu 4 000 € par AXA. Et donc on a un peu saoulé les gens à leur dire votez pour nous, votez pour nous. Du coup ils se rappellent de nous. Comme quoi. C'est l'avantage. La persévérance. Mais voilà, il y a beaucoup de systèmes de concours de vote comme ça. Je crois qu'ils ont un peu modifié le système, c'est-à-dire qu'on vote une fois. Donc il y a moins de votes, mais voilà, au moins
voilà, on vote une fois pour le projet qu'on souhaite. Et voilà, ça nous a beaucoup aidé. Et quelques mois après le bouclage de la première campagne de financement participatif, comme ça avait vraiment bien marché, ils nous ont rappelé en disant AXA refait sur les meilleurs projets de l'année, refait des financements, donc reconcours de vote. Et là, on a encore fait une petite campagne à 5 000 € de financement. Un bel effet boule de neige. Voilà. En 10 secondes, une conclusion pour chacun d'entre vous. Je suis intéressé par ce type de financement. Quelles recommandations majeures vous me donneriez? Alors il y a 3 phases dans le financement dans la campagne, c'est l'avant, le pendant et l'après. Il faut ne négliger aucune d'entre elles. Et à titre personnel, moi j'ai un peu négligé l'après. C'est-à-dire que les gens ont donné de l'argent et c'est du don contre don, donc il faut ensuite leur envoyer les contreparties. Et nous, il a fallu fabriquer nos produits, les envoyer dans toute la France et même un petit peu à l'étranger, puisqu'on a touché le Luxembourg et la Suisse et la Belgique. Donc il y a eu de la logistique à mettre en place et voilà, on s'est un peu perdu dans les délais qu'on avait annoncés au départ, donc ne pas négliger la phase après la campagne. Moi, je dirais, il faut y aller, il faut le faire. C'est-à-dire que ça oblige tellement à exprimer les choses, à se présenter soi-même, présenter le projet, à le formaliser, qu'au bout du compte, si vous avez fini votre campagne de crowdfunding, vous savez vraiment où vous allez. Et vous avez un projet en main qui est bien plus solide qu'avant, au départ. Et ça n'engage pas à grand-chose finalement. Si vous ratez, vous avez raté votre campagne, vous repassez à autre chose, vous passez au prochain projet l'année suivante ou 15 jours plus tard, si vous avez le courage. Mais ne pas hésiter à y aller parce que ça coûte, d'ailleurs, ça coûte rien en argent puisque on ne paye pas de commission si on ne réussit pas. Ça coûte du temps, mais tout projet coûte du temps et de l'investissement personnel. Mais donc il faut vraiment y aller quand on a envie en tout cas. Ne pas hésiter. Grégory, le mot de la conclusion. En fait, moi j'ai peut-être plutôt parlé de l'avant parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que ce qui a été clé, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de projets, c'est d'avoir la capacité à mobiliser ses réseaux personnels, la famille, les amis, les connaissances, le milieu professionnel, à les mobiliser massivement et à bien se préparer à les mobiliser aussi. Moi, voilà, j'avais fait toute une préparation de mailing list bien organisée, etc. Je les ai sollicités à tel moment. Voilà, je pense que ça a été une des clés aussi de la réussite de ce projet. Il faut amorcer. Tout à fait. Merci Marie, merci messieurs.